Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneurs et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Chardard, vice-champion du monde et recordman d'Europe du 50 mètres nage libre en natation handisport. Originaire de La Réunion, Laurent est devenu en l'espace de 2 ans un athlète de haut niveau qualifié pour les Jeux paralympiques de Tokyo l'année prochaine. Il nous partage très simplement son histoire avec ce tournant il y a 4 ans et l'attaque d'un requin alors qu'il surfait à La Réunion, attaque qui lui a fait perdre son bras et sa jambe droite, sa vision du handicap et son entrée rapide dans le sport de haut niveau. Son enthousiasme et son optimisme sont un bel exemple à suivre que je vous laisse découvrir. Bonne écoute à tous. Salut Laurent. Bien le bonjour. Et merci d'avoir répondu à mon invitation sur Le Pompon. Oui, je trouve ça très agréable de venir partager mon expérience avec les Bordelais et les gens qui vont écouter ce podcast. Et peut-être quelques Réunionnais, on y reviendra. Je crois que oui, j'espère que mes amis et ma famille vont écouter aussi, ça peut être intéressant pour eux. Eh bien, donc avant de commencer, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Alors du coup, moi je m'appelle Laurent Chardard. Je suis sportif de haut niveau en natation, en handisport, parce que j'ai eu un accident de requin en fait qui m'a coûté mon bras et ma jambe droite il y a maintenant 4 ans. Et voilà, je suis originaire de La Réunion et ça fait quelques années que je suis en métropole déjà. Ouais. Et maintenant je vis de la natation en fait, donc je m'entraîne à Bordeaux actuellement. Ça fait maintenant 3 ans. Et Guyane-Andinage, c'est ça. voilà, Guyane-Andinage. Et en fait, j'ai été qualifié pour les Jeux paralympiques, au dernier championnat du monde de Londres. Et maintenant, je m'entraîne à temps plein en fait à Bordeaux pour voir ce que ça peut donner en fait, tout simplement. Ouais, t'as une année de plus pour le coup. Voilà, oui, c'est ça. Ok, super. Et t'es ingénieur à la base ? Voilà, c'est ça. Donc à la base, j'ai une formation d'ingénieur. En fait, j'ai été diplômé il y a maintenant 2 ans. Mais il faut savoir que je suis rentré dans le haut niveau, donc à peu près il y a à peu près 2 ans, donc à la fin de mes études. Et c'est pour ça que j'ai pas encore vraiment commencé à travailler, parce qu'en fait le sport de haut niveau, en fait, ça prend vraiment beaucoup de temps, que ce soit l'entraînement ou la récupération. Le pire, c'est la récupération, c'est dormir. Mais ouais, du coup, ça me laisse pas beaucoup de temps pour pouvoir travailler, en fait. Ok, ça marche. Et alors on va revenir un peu pour le coup sur ce qui s'est passé. Bon, je t'avais demandé avant ce podcast, donc c'est pour ça que on est d'accord pour qu'on puisse en parler. Donc c'est en 2016, c'est ça. Toi, t'es un grand fan de surf, bodyboard, de glisse, de Voilà, skateboard, hein. moi en fait, ouais, j'adore la glisse en fait, comme je le dis souvent. Et Ouais. j'ai vécu à La Réunion, je suis réunionnais, donc moi la mer c'est un peu mon élément, quoi. Donc depuis que je suis tout petit, je suis dedans. Dès qu'il y a une vague, j'y suis à chaque fois. Et là, malheureusement en fait, en 2016, je me suis fait attaquer par un requin en fait. Mhm. Et c'était sur la plage de Boucan, dans l'ouest de La Réunion. Ouais.
Et en fait, si on veut revenir un peu sur l'attaque, ça s'est passé en fait très très rapidement. Et Mhm. j'ai eu beaucoup de chance parce que il y avait un poste de MNS à côté. Et du coup, les secours se sont vraiment mis en place très très rapidement. Sur la plage, il y avait des infirmiers, infirmières qui étaient là pour profiter de la plage, en fait, du coup, qui sont venus donner un coup de main. Et Mhm. finalement, tous les secours se sont très très bien goupillés. Et ce qui fait que maintenant, je suis là aujourd'hui, quoi. Donc j'ai eu quand même beaucoup de chance. Et je remercie tout le monde qui était là, ceux qui étaient pas là, tous ceux qui m'ont aidé quoi dans ce parcours. Et Mhm. voilà quoi. Ok. Et parce qu'en fait, enfin, pour comprendre si ça avait été pas plus rapide comme intervention, est-ce que ça aurait pu être plus grave? Je sais pas du tout, hein, pour le coup, je me rends Oui, pas ben en compte. fait à La Réunion, on a quand même beaucoup de problèmes par rapport aux requins. Et Ouais. malheureusement, il y a eu beaucoup de morts en fait. Donc des amis, des gens que voilà, de la communauté surf. Et Mhm. c'est un gros problème en fait à La Réunion. Donc c'est pour ça que je dis que moi j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est dû à justement cette rapidité d'action des secours qui a été vraiment efficace pour moi notamment, quoi. Ok. Bon, bah, merci à eux pour le coup. Même si tu l'as dit, je le dis aussi. Oui, oui, je les remercie souvent et tout, je pense souvent à eux. Ok, super. Et je trouve ça fou. Et pour le coup, on en parlait. Il y a eu un reportage mardi dernier sur France 2, euh, présenté par Frédéric Lopez, qui est donc l'émission Comme les autres. Et en fait, j'ai entendu beaucoup de personnes handicapées, enfin, dire avoir eu de la chance. Et moi, je trouve ça impressionnant, même que là, tu le redises d'avoir eu de la chance. Alors bon, pour le coup, c'est un accident, mais c'est vrai que c'est une façon de voir les choses que je trouve, voilà, hyper. Alors, je sais pas si c'est le terme inspirant, enfin voilà, mais il y a un côté hyper optimiste, je trouve, dans le fait de dire qu'on a eu de la chance, quoi. Bah, c'est vrai que j'ai regardé l'émission aussi avec Michael Jeremias, si Ouais. j'écorche pas son nom, et c'était très intéressant en fait. Ça montrait le parcours un peu de personnes différentes, parce qu'il y en avait qui étaient encore très touchés par leur accident, etc., et qui arrivaient quand même à en parler, à partager devant une caméra, c'est quand même pas facile. Et je Mm. trouvais ça vraiment très très instructif en fait. Donc ouais, Mhm. comment dire, cette émission était vraiment intéressante, je trouve, Ouais, c'est pour le clair. monde, pour moi et tout. Ouais, et merci France 2 de l'avoir mis en prime time pour le coup. Oui, surtout, Euh, ouais, c'est ça qui était bien. et pour deuxième partie de soirée sur la 14. C'est ça. Quand tu te fais attaquer dans les jours qui suivent, il se passe quoi dans ta tête si tu t'en souviens? Alors, du coup, moi, faut savoir que je me souviens de toute mon attaque, etc., jusqu'au temps où on m'a endormi sur la plage, en fait. Ok. Et ben sur, disons, les premières secondes dans l'eau, etc., j'ai pas su ce qui m'arrivait vraiment. En fait, je me suis fait Mhm. attaquer mon bras en premier, j'ai vu que il était plus là, en fait, tout simplement. Donc direct sur le coup, là, je me suis dit, bon, il faut avertir les autres. Du coup, j'ai crié, parce qu'on était quand même une dizaine à l'eau, je pense. Et du coup, les gars, les autres ont pu sortir de l'eau. Du coup, ça a permis à pas qu'il y ait un autre accidenté, en fait. Ouais. Et du coup, après, il y a eu les secours, machin, machin. Et donc je me suis ramené à l'hôpital, donc je me suis réveillé, je crois, le lendemain après les opérations et tout. Et en fait, en réanimation, après un accident de ce type, en fait, bien chargé de médicaments, etc. Je Donc en fait, t'imagine. quand tu te réveilles, t'es pas forcément très très conscient, quoi. En tout cas pour moi, je parle pour moi, hein. Et du coup, bon, c'est plus par la suite que je me suis vraiment rendu compte de ce qui se passait. Et Ok. notamment, il y a une petite anecdote que je raconte pas hyper souvent, mais c'est en fait, moi, j'ai perdu mon bras droit. Et quand je me suis réveillé sur le lit, c'est en fait, j'ai essayé d'attraper quelque chose avec ma main droite. Et il y a un truc qui fait qu'en fait, ton cerveau, il croit que tu as encore ton bras. Du coup, ça fait que tu le sens bouger, mais il est plus là. Et du coup, ça m'a vraiment fait bizarre. Et après, bon, là, on parle de membres fantômes, mais au fur et à mesure, ça s'estompe. Donc pour moi, Ok. c'est parti. Mais sur le coup, ça a été particulier, quoi. Ouais, j'imagine. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que t'as plus, les membres fantômes. Enfin, parce que pour le coup, moi, j'ai la chance d'être au Cam Escrime Bordeaux, qui est un club qui accueille le premier centre national d'escrime handisport de France et qui accueille l'équipe de France. Et donc, c'est vrai que j'ai la chance depuis septembre dernier de connaître quelques personnes dans le monde du handisport, avec notamment Romain Noble, qui est Mm. voilà, champion du monde. Et, euh, Et en fait, c'est vrai que ça nous arrive de parler justement de ces fameux membres fantômes et donc le fait de ressentir un membre qui n'est plus là. Et parfois, ça peut être traumatisant. Est-ce que donc toi, c'est quelque Bah, chose qui... moi j'ai la chance donc comme je dis que j'ai pas cette sensation de membre fantôme parce que je sais que je connais des personnes qui l'ont en fait
et ils doivent prendre des médicaments, pas mal de choses et tout. Et ben, c'est très compliqué en fait, parce que ça peut être juste une sensation de sentir son membre. Donc en soi, ça c'est pas hyper dérangeant, mais en fait ça peut Mhm. être aussi des douleurs. Et les douleurs, ben, ça peut vraiment faire très mal. Et du coup, ben, là, tu es obligé de prendre des médicaments, etc. Et moi, en fait, Ok. j'ai cette chance ben, de pas l'avoir. Et les médecins, ils l'ont expliqué parce qu'en fait, je me suis fait amputer assez jeune, à l'âge de 21 ans. Et finalement, Mhm. en fait, entre guillemets, hein, je dis ça, j'ai vécu Mhm. que 21 ans avec mes membres. Et à l'inverse, quelqu'un qui se fait amputer bah, plus vieux, bah, du coup, il aura vécu plus de temps avec ses membres et il aura plus l'habitude de ses membres. Et du coup, c'est pour ça que le cerveau, il aura plus du mal à oublier le fait qu'il soit là. Et du Mhm. coup, pour moi, ça m'a beaucoup aidé ce que m'a dit ce médecin, parce que du coup, je me suis dit, ah bah finalement, c'est intéressant et tout. Et du coup, bah, c'est assez vite parti pour moi, quoi. Ok. T'as toujours été, enfin, t'es hyper optimiste, je trouve. T'as toujours été comme ça? Oui, en fait, moi, je trouve, en fait, ma recette, elle est assez simple, c'est que je me pose pas beaucoup de questions, je fais les choses et je vois ce que ça donne. Bon, des fois, ça a amené à quelques échecs, hein, c'est sûr, Normal, il en mais faut. voilà, je préfère pas trop réfléchir pour pas trop se projeter, je préfère faire les choses, voir où est-ce que ça mène, et je Ok. trouve, je vis bien comme ça, donc continue, quoi. Ok, ça marche. Et alors pour le coup, quelques semaines ou quelques mois après ton attaque, est-ce que il se passe quoi dans ta tête? Est-ce que tu dis parce que même t'en parles aujourd'hui, tu dis que ça a rien changé. Si je ne m'abuse, hein, tu me coupes si je me trompe. Oui, mais je te l'ai dit avant qu'on s'appelle là, donc c'est vrai. Donc pour moi, en fait, ça a pas changé grand-chose. Bon, c'est sûr que les mois après l'accident, ben, ça a changé énormément de choses parce qu'il y a eu toute la rééducation. Moi, il faut Mhm, savoir que j'étais très bien soutenu en fait par ma famille, tous mes amis qui venaient me voir tous les jours à l'hôpital. Donc ça, je trouve que ça m'a vraiment énormément aidé. Et mhm, ouais, ça a été vraiment un point clé dans ma rééducation. Et par la suite, du coup, ça a été la rééducation, donc réapprendre à vivre à un bras, une jambe. Donc mhm. là, ça a été des heures de kiné, d'ergothérapie. Je suis droitier, j'ai perdu mon bras droit, donc réapprendre de la main gauche, etc. Donc ça a été plutôt marrant, à l'inverse de tous les trucs, quoi, parce que vraiment, voilà, faut écrire, faut tout faire déjà d'une main, et en plus la mauvaise. Donc bon, ça, il y a eu quelques petites anecdotes marrantes en centre de rééducation, mais voilà, pour conduire aussi, c'était assez drôle, parce que faut savoir que, bah, en fait, tous les handicapés, en fait, on peut conduire avec une voiture adaptée. Et en fait, Mhm. moi, ma voiture, elle est toute simple. Vu que j'ai le pied gauche, en fait, j'ai une voiture automatique vu que j'ai qu'un seul bras avec qu'un seul pied. Et Ouais. donc, l'accélérateur, il a été mis à gauche. Donc, en fait, j'ai trois pédales. J'ai un accélérateur à droite, un frein au milieu, un accélérateur à gauche. Donc, l'accélérateur à Ok. droite, il me sert pas. Ouais. Et en fait, ça a été, le point marrant, ça a été la première fois que j'ai freiné avec le pied gauche. Donc, c'est le pied de l'embrayage. Bah, Mhm. disons que ça freine bien, quoi. Ça devait être pas mal les premières fois en voiture Oui, avec toi. oui, oui. Les ergots, le moniteur d'école, ils ont bien tapé un peu les têtes sur sur les fauteuils, quoi. Donc oui, Et non. c'était assez comique, quoi. Ok. Ok. Et pour le coup, oui, je crois que, enfin, si je ne m'abuse sur le volant, ah bah non, vu que t'as pas de, non, Mais sur en le volant, fait, il y a rien. Ah non, sur vu que le c'est volant, automatique, pardon, excuse-moi. sur le volant, en fait, on peut choisir d'avoir ce qu'on appelle une commande au volant. Donc en fait, c'est un dispositif qu'on met sur le volant pour ne jamais le lâcher. Et en fait, Mhm. t'as les clignots, t'as le klaxon, les essuie-glaces qui sont directement gérés sur ce boîtier. Ok. Et en fait, moi, j'en ai un, mais je l'utilise pas parce que je trouve que c'est pas forcément très ergonomique. En fait, au bout d'un moment, ça fait mal à l'épaule de tenir le volant toujours au même endroit. Et finalement, en Mhm. fait, je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, même quand t'as deux bras, t'as quasiment toujours qu'une main sur le volant, quoi. Donc finalement, moi, avec une seule main, bah voilà, quoi, ça change pas, quoi. Ok. Et donc ouais, et donc tu fais de la rééducation, pas mal de rééducation, j'imagine. Et en fait, moi j'ai envie de savoir à quel moment t'as un switch et que le sport devient quelque chose d'hyper important dans ta vie. Alors, ben moi, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà de base, je faisais beaucoup de sport, en fait. Mhm. Dès que j'avais un petit temps libre, j'allais soit dehors faire un petit peu de street workout, on appelle ça, un petit peu de Ouais. musculation et tout. Et du coup, j'ai toujours eu cette envie de bouger, quoi, de pas rester par terre. Donc en fait, dès
que je suis sorti de, comment dire, De de rééducation, ouais, l'hôpital, ou enfin pas de de l'hôpital, l'hôpital, ouais. mais Ok. du service où on peut pas bouger en fait. Bah Ok. finalement j'ai commencé direct à faire quelques abdos, à rester en forme et tout. Et Mhm. bah ça, dans tout le long de la rééducation, j'ai toujours fait essayer de garder ma masse, enfin tous mes muscles et tout, parce que quand t'as plus de muscles, bah c'est compliqué de remarcher et tout. Donc je me suis dit ça. Et finalement, Mhm. je j'ai jamais vraiment arrêté. Et Mhm. bah, je pense que c'est ça qui me mène où j'en suis aujourd'hui, quoi. C'est clair, mais à quel moment tu... Parce que donc ça fait 3 ans maintenant, c'est en 2017 que tu as commencé à te préparer, hein? Voilà, donc un an après mon accident, donc il faut savoir que j'ai fait un an entier de rééducation. Ensuite, j'ai repris Ok. mes études à Bordeaux. Mhm. Et en fait, je vais répondre à cette question, comment je suis arrivé dans la natation en fait. Et faut savoir qu'à La Réunion, je m'étais inscrit dans un club d'apnée en piscine en fait. Ouais. Et Ouais. ben, en arrivant à Bordeaux, je voulais retrouver la même chose. Du coup, j'ai commencé à téléphoner à. Faut dire que je m'y suis pris un peu tard, donc c'est pour ça qu'il y avait plus de place. En fait, téléphoné à pas mal de clubs d'apnée et ils m'ont dit, bah écoute, désolé, là on est rempli quoi, parce qu'en fait l'apnée c'est très demandé. Je le Ok. savais pas forcément et Ouais. c'est après avoir appelé quelques clubs, je me suis dit bon bah je vais essayer la natation. Donc j'ai cherché sur internet club de natation en e-sport, je suis tombé directement sur Guyane Handinage et finalement Mhm. bah, je suis toujours chez eux maintenant quoi. Et donc moi, c'est vraiment un peu par hasard que je suis tombé sur la natation, quoi. Ok. Et oui, tu parles d'apnée, mais t'as repris aussi un peu le sport et notamment l'apnée avec Alain Curco, non, c'est ça? Voilà, oui, Alain Curco, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a été attaqué par un requin à La Réunion dans les années Mhm. 90, je crois. Ouais. Et j'ai énormément échangé avec lui. En fait, j'ai échangé avec pas mal de monde parce que faut savoir qu'en fait, quand je me suis fait amputer, je connaissais pas du tout le monde du handicap, les prothèses, etc. Donc, en fait, moi, étant ingénieur, j'avais énormément de questions sur ben, comment on marche, comment je peux refaire du vélo, voilà, j'avais plein de trucs. Et finalement, je me suis rapproché de personnes à qui c'était déjà arrivé, et notamment Mhm. Alain qui m'a beaucoup aidé parce que c'est quelqu'un qu'il faut savoir de très très actif, il fait du crossfit, il fait de la piscine, il surfe encore et tout. Et je me suis dit bon, bah, je vais essayer de faire comme lui en fait. Et il m'a proposé de venir justement faire de l'apnée avec lui. Et c'est comme ça qu'on a pas mal échangé, qu'il m'a orienté un peu, il m'a montré sa prothèse pour faire du vélo, comment il s'en sortait un peu, et du coup il m'a vraiment inspiré. Mhm. Et depuis, bah, je fais un peu comme lui, quoi. Je crée mes propres prothèses, j'essaye tout ce que j'ai envie d'essayer, en fait, je l'essaye. Ce que je dis souvent, c'est en fait, quand on est handi, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut juste adapter les choses. Par exemple, sur mon vélo, bah, j'ai une prothèse de bras pour tenir le guidon à deux mains. Enfin, voilà, on peut tout faire, quoi. Et donc c'est toi à chaque fois qui adapte tes prothèses, c'est ça? Tu les crées. Oui, mais en fait, il faut savoir que bah, les prothèses dans le commerce, en fait, ça a un certain coût. Et du Ouais. coup, et tu peux pas l'avoir instantanément, quoi. Donc moi, quand j'ai une idée en tête, déjà, ce que je fais, c'est que je note sur papier, je fais des petits schémas, des petits trucs pour pas l'oublier. Je pense que c'est un Mhm. peu mon profil d'ingénieur qui veut que je fasse ça, quoi. Donc j'ai toujours un petit cahier avec des petits dessins. Des fois c'est n'importe quoi, hein, mais des fois il y a un petit peu de réflexion derrière. Et finalement, après, je vais dans un magasin de bricolage, je me dis bon, bah, cette pièce, ça peut marcher, celle-là, non. Et finalement, ben, j'essaye plein de choses. Et faut savoir que le premier essai, il marche jamais, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est tout le domaine du prototypage en fait. Donc tu t'essayes une première chose, tu vois ce qui marche pas, tu l'améliores, etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant en fait. Du coup, je bricole moi-même mes prothèses et Mhm. finalement, j'arrive à un produit assez abouti Ouais. euh, J'avais en vu, t'as termes de une prothèse. réflexion et tout, quoi. T'as une prothèse qu'on voit de temps en temps sur des photos où tu peux caler enfin, enfin, c'est ce que j'ai vu dans une interview, Oui, tu peux caler ta planche c'est le de mot que sport, c'est ça? j'utilise à chaque fois. Je cale ma board en fait. En fait, j'ai une prothèse, j'ai plusieurs prothèses en fait. J'ai une prothèse qu'on dit esthétique, donc c'est un bras tout simple Mhm. pour faire joli. Hein. Mais finalement, Mhm. j'utilise quasiment plus parce que il me sert à rien. Et en fait, une prothèse, faut que ça reste fonctionnel. Par exemple, ma prothèse de jambe, je mets pas pour faire joli, je mets pour pouvoir marcher. Et Mhm. ce bras en fait que j'ai créé, si je vais expliquer un peu comment c'est, en fait, il a une forme de T. Il y a une Mhm. espèce d'attache au bout
qui permet en fait de... Bon, c'est ma prothèse pour faire du bodyboard, donc à la base, elle me servait à tenir ma planche de bodyboard, donc pouvoir naviguer dans les vagues, manœuvrer, faire des figures, etc. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'utilisais tout le temps, quoi. Des fois, j'utilise pour la muscu, pour faire du gainage. Bon, maintenant, j'ai Mhm. trouvé une autre solution parce que la prothèse n'était pas forcément adaptée. Ensuite, j'utilise pour écrire, pour bloquer ma feuille. En fait, ça remplace ma main, quoi. Donc, Ok, quand on écrit, on bloque la feuille d'une main, on écrit de l'autre. Et en fait, ouais, bah, la prothèse, je l'utilise pour bloquer la feuille et j'écris de l'autre main. J'utilise pour faire les courses, pour porter un sachet de courses. Enfin, pas mal de trucs. En fait, c'est un crochet, donc je peux accrocher pas mal de choses sur ça. ouais, Et voilà, ça me sert vraiment dans la vie quotidienne, quoi. ok. Et tu parlais enfin, on a parlé d'Alain Curco, et est-ce qu'il y a d'autres, j'ai envie de dire, modèles inspiration où tu t'es dit, notamment pour le sport de haut niveau, tu t'es dit, bah, je peux transformer ce handicap en fait en quelque chose d'hyper positif, et notamment bah, être qualifié pour les Jeux paralympiques, ce qui est quand même pas rien. Mais il faut Euh, savoir que donc il y a eu Curco qui m'a beaucoup aidé, et aussi il ouais. y a eu Éric Dargent, donc pareil un surfeur qui s'est fait attaquer à La Réunion. Je sais Mhm. plus exactement la date. Et en fait, il a perdu sa jambe. Et par la suite, il a sorti un genou en fait pour tous les sports de glisse. En fait, c'est Ok. un genou tout simple entre guillemets. En fait, il a un amortisseur de vélo et ça permet d'être en position fléchie, mais pouvoir appuyer sur le genou. Donc pour ceux qui connaissent pas bien le domaine de la prothèse, en fait, sur les prothèses de marche, en fait, les prothèses font juste un mouvement qui est pendulaire et, euh, et en fait, tu peux pas être appuyé dessus quand tu es en position fléchie. Mhm. Il y a pas de mécanisme. En fait, c'est un système qui est lâche, quoi. C'est une liaison pivot. Ouais. Et à l'inverse, ce genou, il y a un amortisseur de vélo, donc vraiment, il amortit les chocs, etc. Et moi, cette prothèse, je l'utilise énormément pour le snowboard notamment. Ok. Et ça marche vraiment bien. Donc lui, il m'a beaucoup aidé au début. Et aussi, il y a Ismaël. Son Mhm. nom, j'arrive jamais à le prononcer, donc je vais pas le dire. En fait, c'est le président de l'association Vague d'Espoir. C'est une association qui est sur Royan. Mhm. Et il organise pas mal de sorties pour les sports de glisse, en fait, pour les handis. Et en fait, comme moi, il est amputé tibial, en fait, de naissance, lui, et il surfe tout le temps, quoi, du coup. Et il bricole pas mal de prothèses. En fait, il y a des gens qui viennent le voir, ils ont une idée en tête, en fait. Et lui, il essaye de faire sortir cette idée en un matériau simple, pur et dur, quoi. Du coup, Ok. il bricole des pieds pour que ça accroche bien sur les bords de surf. Enfin, il fait pas mal de choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant, donc j'échange pas mal avec lui. Mhm. Et c'est vraiment un profil qui est inspirant aussi parce que il a fait quelques vidéos sur YouTube et tout. Et en fait, quand tu le regardes, tu penses pas au handicap, quoi. Tu penses surf ou autre chose. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, quoi. Ok. Canon. Et donc, dans ta préparation, donc à partir de 2017, comme tu disais, à quel moment tu te dis, en fait, je vais avoir comme objectif déjà d'en faire mon métier, hein, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, tu arrives à en vivre, Oui. ce qui est génial. À quel moment ça switch en fait entre bah, et surtout te dire que tu vas, en tout cas pour l'instant, pas être ingénieur, mais que tu vas en faire ton métier, quoi. Bah ça a switché l'année dernière. Ok. Donc, je vais revenir un peu depuis le début. Ouais. Donc, quand j'ai commencé, je savais nager, hein, je savais nager, mais j'étais pas, voilà, j'avançais pas hyper vite, quoi. Déjà, déjà, j'ai commencé à nager, je gardais mes deux prothèses, donc j'avais ma prothèse de jambe et mon bras. Donc, Ok. ça faisait deux poids morts dans l'eau qui te traînent un peu vers le fond. Ouais. Il faut savoir qu'en compétition de natation, en fait, on n'a pas le droit aux prothèses. On a le droit à juste un maillot et des lunettes, quoi, tout simplement. Et en fait, ça a pris un certain temps avant que j'aille dans l'eau sans prothèse et tout, parce que moi j'ai commencé la piscine pour le surf, donc je me suis dit bah, si j'arrive bien à nager vite, pour prendre des Hmm. vagues ce sera plus facile. Et donc vu que quand je fais du bodyboard j'utilise mes prothèses, je me suis dit bah, il faut que je nage avec mes prothèses. Hmm. Et ça a pris un certain temps en fait à ce que je les enlève. Mon entraîneur me disait non mais enlève-les, ce sera plus facile et tout. Mais moi je suis un petit peu tête dure donc je le faisais pas.
Et donc après, j'ai commencé à enlever les prothèses. Là, je voyais que je nageais mieux, commençais à nager plus vite. Et ça a été la qualification aux différents championnats. En fait, il y a eu d'abord le premier championnat de France, ensuite le deuxième, etc. Et après la première année, en fait, j'ai gagné une première médaille d'or en 50 mètres papillon, je crois. Ok. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, quoi. Et Ouais. Tu après l'as cette... gagné où cette médaille-là? Alors, c'était sur les championnats de France à Pau. Ok. C'était en 2018. Ouais. Et ça fait quel effet? Parce que pour le coup, vu que t'en parles, j'imagine que c'est la première grosse médaille que t'as remportée. Oui, mais c'était la première grosse médaille. Mais déjà, moi, je m'attendais pas à gagner quelque chose. Comme je dis souvent, moi, on me dit de nager, je nage. Après, je sais pas ce que, je sais pas ce que ça fait. Et à chaque fois, j'essaye de tout donner, hein, ça c'est sûr. Mais Ouais. comme je le dis, je me pose pas trop de questions, hein. Ben, moi, je suis sprinter, donc il n'y a pas trop de, comment dire, de stratégie de course dans le sprint. Il faut juste tout donner et voir ce que ça donne à la fin, quoi. Donc moi, ça me convient très bien le sprint. Et donc finalement, ouais, sur cette course, à la fin, je vois que je suis premier. Je me dis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le handisport, il y a un système de points en fait, parce que il y a plein de catégories d'handicap différentes. Mhm. Et finalement, pour mettre à niveau tout le monde, il y a un système de points. Donc finalement, le premier qui touche le mur en natation, c'est pas forcément lui qui va gagner, quoi. Parce que Ok. je sais pas, je vais dire des temps au hasard. Si par exemple tu fais 50 mètres en 1 minute et l'autre il Mhm. fait 50 mètres en 2 minutes, s'il est beaucoup plus atteint que toi, c'est lui qui va être devant. Ok. Et finalement, quand j'ai commencé la piscine, ça, j'arrivais pas forcément à comprendre. Donc en fait, le premier qui touchait le mur, c'était pas lui le champion. Donc finalement, je Ça fait faisais, pas peur. je nageais, je donnais tout. Et après, j'attendais, je me disais, bon, on verra bien, etc., quoi. Et finalement, ouais, cette médaille, c'est tombé comme ça et je m'y attendais pas du tout. Et Ok. j'étais sur le coup très content, quoi. Donc il y avait du monde qui Ouais. venait me voir, qui disait, ouais, ton temps, il est super, machin, machin. Et vu que j'avais pas d'exemple, parce que en France, il y a quelques personnes qui sont dans ma catégorie d'handicap, mais on nage pas forcément les mêmes nages, donc j'avais pas forcément de repères, donc j'arrivais pas à me projeter en fait. Ok. Et, euh, et du coup, oui, je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai gagné quelque chose, mais bon, quoi. Et en fait, du coup, si je reviens au truc d'ingénieur, j'étais en dernière année d'ingénieur, donc je finissais mon stage. Ouais. Et à la suite de ça, en fait, j'ai commencé à chercher du travail. Et en fait, en tant que Andy, j'ai vraiment beaucoup galéré à trouver. J'ai eu pas mal d'entretiens et finalement, les entretiens, ça tournait un peu en rond. Ça disait, ouais, mais est-ce que tu pourras faire ça? Est-ce que tu pourras faire ça? Etc. Ok. Vraiment lié au handicap. Donc ça a été un peu dur à accepter. Mais finalement, je me suis fait une raison. Et au bout de quelques mois à chercher du travail, pas trouvé, je me suis dit, bon, je vais me dire, bon, j'arrête de chercher, je me lance à fond dans la piscine et on va voir ce que ça va donner, quoi. Et pour le coup, je suis content parce que ça c'était du coup sur la saison 2018-2019. Ok. Et du coup, pour le coup, pour moi, ça a payé parce que au Un peu. championnat de France 2019, j'ai été qualifié pour les championnats du monde de Londres de septembre 2019. Mhm. Et du coup, là, j'étais super content parce que j'ai quand même mis ma vie professionnelle à part. Et Ouais. finalement, ça a payé, donc j'étais très content et tout. Et donc, arrivé au championnat du monde, en plus, j'ai réussi à faire une deuxième place. Mhm. Donc, pareil, ça, je me disais, bon, d'accord, deuxième place, c'est bien, etc. Mais bon, qu'est-ce que ça représente? En fait, ce que je dis pas aussi, c'est qu'il faut savoir qu'au championnat du monde, on nage que avec des personnes de sa catégorie d'handicap. Ouais, d'ailleurs, je veux bien que c'est en catégorie S6, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu peux Donc, expliquer juste rapidement les différentes catégories? donc en fait, je vais expliquer. Donc, les catégories d'handicap, il y en a 10 pour le Ouais. handicap physique. Il y en Mhm. a 3 pour le handicap visuel et une pour le handicap pour les oreilles, en fait, quand tu es sourd. Ok. Ok. Et une pour on appelle le sport adapté, donc c'est tout ce qui est handicap psychologique, etc., quoi. Mhm. Et en fait, donc tu passes devant une commission.
Donc il faut monter un dossier médical en expliquant qu'est-ce que tu as, etc. Et on te donne une catégorie d'handicap. Donc le Ok. handicap, pour les handicaps physiques, ça va de S1 à S10. Mhm. Donc si je prends un exemple, par exemple, le S10, c'est quelqu'un qui a perdu une main, et Ok. le S1, c'est quelqu'un qui peut pas du tout bouger. Donc finalement, des S1, on en voit très peu. Et Mhm. après, il y a chaque palier, donc ça correspond à vraiment un type d'handicap. Et pour moi, en fait, c'est les personnes qui ont perdu deux membres, et c'est Mhm. aussi pour les personnes de petite taille. Il y a une certaine, en fait, il y a dans la documentation, il y a une certaine taille à pas dépasser, et c'est comme ça que ça marche en fait, tout simplement. Ok. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais. Donc, ce qui est intéressant au championnat du monde, c'est que tu nages avec que des personnes de ton type d'handicap en fait. Et là, à l'inverse des championnats de France, le premier qui touche le mur, il a gagné en fait, tout simplement. Ok. Et je trouve que là, pour le coup, c'est plus facile à se projeter parce que en fait, tu vois les autres à côté et tu vois à quelle vitesse il faut que tu nages pour finir premier. Et c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience de ah oui, il y a telle personne à côté, il faut aller plus vite, quoi. Et bon, après, je dis ça comme ça, mais je dis aussi souvent que moi, mon objectif, c'est plus me battre contre moi-même. En fait, moi, j'ai un certain temps que je fais aux compétitions et j'essaye tout le Mhm. temps de faire mieux. Et peu importe la place, en fait, si j'ai fait mieux que mon meilleur temps, je suis super content, en fait. Et Je trouve ça génial. finalement, je pense qu'au fur et à mesure, ça va dépasser les autres au fur et à mesure, mais je regarde pas trop à côté, en fait. Je préfère, vu qu'en fait, la natation, c'est un sport individuel. Il faut Mhm. savoir que moi, je viens plutôt des sports collectifs. J'ai fait depuis que je suis tout petit, je fais du rugby. Et, Ouais. euh, et du coup, c'est vrai qu'un sport individuel, je trouvais ça un peu très différent, quoi. Il y a pas cet esprit d'équipe et tout. Donc, c'est pour ça que je me centre un peu sur moi-même. Je me dis, bon, en fait, je me bats que contre moi, quoi. T'es en compétition avec toi-même. Voilà, c'est ça. Après, juste un truc, je dis qu'il n'y a pas cet esprit d'équipe quand tu nages. Mais Mhm. ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était que avec l'équipe de France, on s'entend très très bien. Et justement, là, je Mhm. retrouve cet esprit d'équipe où on se chambre, on chamaille un peu, etc., où il y a une bonne cohésion de groupe, quoi. Donc ça, j'arrive bien à le retrouver au moment, quand t'es pas dans la course, en fait, mais quand t'es sur le plot tout seul, là, voilà, tu t'es plus avec tes potes à côté, quoi. T'es dans ta bulle. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Et tu parles d'ailleurs de. C'est marrant, tu parles de rugby et j'ai vu que tu faisais du rugby subaquatique. Oui, 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 Tu justement, peux en parler parce que je trouve ça génial. en fait, pareil, j'ai découvert ce sport un peu par hasard. C'est mon entraîneur de piscine, en fait, c'est l'entraîneur de rugby subaquatique. Alors, le rugby Mhm. subaquatique, c'est quoi? En fait, donc subaquatique, c'est quelque chose qui se joue sous l'eau. Donc, le Mhm. terrain de jeu, en fait, c'est une piscine de 4 mètres de profondeur, parce que c'est un sport qui se joue sous l'eau. En fait, on a deux cages qui sont fixées dans l'eau. Donc, les cages, ça ressemble en fait à des paniers de basket. Et le but, c'est de Ok. mettre la balle, c'est une balle ronde de à peu près 1 kilo. Et en fait, 1 kilo, quand tu la lâches, elle tombe au fond de l'eau. Donc tu peux quand même la Ouais. manier bien comme il faut, mais il faut passer de main à main. Et en fait, le but, c'est de mettre cette balle dans le panier adverse. Et ça se joue en palme masque tuba. Et finalement, ouais, c'est vraiment un sport d'apnée parce qu'en fait, il faut déjà descendre à 4 mètres de profondeur. Et il faut pas juste Ouais. descendre et remonter. Il faut descendre, rester, te démarquer. Et voilà, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est le premier sport au monde où tu peux jouer en 3D en fait. Tu peux autant Ok. jouer tout au fond de l'eau, jouer à mi-hauteur d'eau ou jouer en surface. Tu peux faire des passes en haut, en Ok. bas, devant, derrière. Ah, ok, d'accord. Ah, Et je c'est trouve, pas uniquement que sous l'eau. Ok. voilà, c'est pas uniquement que des passes en arrière comme au rugby classique. Et Ouais. finalement, ouais, c'est le seul sport au monde où tu peux jouer en 3D. Donc tu te dis, ouais, c'est quand même incroyable, quoi. Et en fait, quand j'ai testé ça, j'ai vraiment accroché. Mhm. Et en fait, comme je disais, donc je viens du rugby classique à la base, donc j'aime beaucoup le contact et tout. Mhm. Et à la suite de mon accident, le rugby, j'avoue que ça, c'est un sport qui est compliqué à reprendre déjà surtout pour pas blesser les autres en fait, parce qu'un coup de prothèse, ça fait mal. Ah Et du coup, ouais. je dis ça parce que je surfe souvent à deux, je fais du surf à deux sur un longboard.
Et des fois, il y a la Mhm. prothèse qui rip et quand ça tape la tête de quelqu'un, ben c'est disons que Ça ouais, fait ça fait pas du bien, quoi. Et oui, et en fait, dans le rugby subaquatique, ben, j'ai retrouvé ce contact en fait qui me manquait, parce que en fait, c'est un sport qui se joue dans l'eau. mal. Moi, quand la première fois que je suis venu, je me suis passé dans l'eau. Il n'y a pas de contact dans l'eau, c'est impossible. Mais finalement, faut pas oublier que ça s'appelle du rugby. Et vraiment, le contact, il est présent. Et des fois, ça peut faire mal. Ah Donc ouais, ça, et c'est vraiment ça que j'aime dans ce sport, c'est que vraiment, c'est un sport de contact, quoi. C'est peut-être ok. difficile à comprendre, hein, et je comprendrais totalement. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai essayé ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce sport, quoi? Et finalement, quand on le regarde un peu plus, je trouve ça vraiment, vraiment super, quoi. Ouais, bah, ça me fait penser au water polo parce que tu dis parce que pour le coup moi quand on les voit faire du water polo, tu sens qu'ils se donnent quand même quelques coups et qu'il y a du contact. Ouais, c'est vrai que le water polo, il y a beaucoup de contact, quoi. Donc oui, oui, en fait, c'est pas parce que c'est dans l'eau qu'il y a pas de contact, quoi. Bon ça t'as retrouvé le contact que t'avais Oui, avant. oui, oui, c'est ça. Bah là, en ce moment, ça me manque un peu, mais Ouais, bon, bah. ça va revenir, quoi. Pour revenir un petit peu sur l'année dernière et la compétition à Londres, donc la première course que tu fais, c'est le 100 mètres nage libre où tu Voilà, oui. termines quatrième, c'est ça? Mm. Et alors, on est d'accord qu'au bout de 2 ans, c'est juste énorme? Oui, 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 c'est vrai que ça a été ben, assez rapide. Euh, ben, souvent, quand je m'entraînais à Bordeaux, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, t'as le même handicap qu'un grand champion français, etc. Et moi, je me dis, ah bon, bon, bah, d'accord, d'accord. Et finalement, ben, comme je disais, j'arrivais pas à me projeter sur, bon, ben, qu'est-ce que je pouvais faire. Ouais. Et voilà, déjà sur une première course, en faisant quatrième, je me dis, ah ouais, bah, c'est quand même pas mal, quoi. Donc il y a des trucs à faire. C'est qui le champion français dont tu parles? J'ai pas son nom en tête. Je sais pas. Ok, ça marche. Et donc, oui, en étant vice-champion du monde, et tu as été aussi recordman d'Europe quand même. Euh, Oui, ben, justement, il y a une petite anecdote là-dessus parce que, ben, en fait, moi, je suis pas du domaine de la piscine, hein, je connais pas grand-chose dans ce domaine. Et mhm, finalement, ben, quand on fait de la piscine, on a surtout peur de la disqualification. Et quand il y a, en fait, à la fin de la course, à côté de mon prénom, il y avait marqué ER. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire quoi? Je me suis fait disqualifier, etc. Parce qu'en fait, c'était quand? J'avais participé à une étape de Coupe du Monde à Berlin et je mhm. m'étais fait disqualifier sur une course en fait. Du coup, bah, c'est un petit peu, c'est pas terrible de se faire disqualifier quoi. Donc j'avais un peu ça en travers de la gorge. Et là, je vois quelque chose marqué à côté de mon nom. Je me dis, ah non, c'est pas possible, pas encore. Donc je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et je l'ai su par la suite, donc je me suis dit, waouh, record d'Europe, c'est bon, ouais, très bien, quoi, c'est incroyable. Et du coup, sur le coup, ouais, j'avais plus peur de m'être fait disqualifier que autre chose, quoi. J'avoue que j'ai pas compris de suite. Et donc le fait d'être arrivé deuxième, ça te permet d'être présélectionné pour les donc, les JO de Tokyo qui auront lieu l'année prochaine. Oui, oui, oui. Ben, ça aussi, au championnat du monde, je le savais pas, je l'ai su par la suite. Ok. Et du coup, quand je l'ai su, je me suis dit, ah ouais, bah c'est incroyable, quoi. Et après, tant que j'avais pas encore la sélection officielle, j'arrivais pas à me dire, bah, je vais participer aux Jeux paralympiques, quoi. C'est quand même, bah, je crois que c'est tout rêve de sportif, hein, de participer Mm, aux Jeux, quoi. Et mm. je me suis dit, bah écoute, bah, là, faut se donner les moyens de réussir, quoi. Donc là, il faut s'entraîner et se réentraîner tout le temps, quoi. Et alors justement, pour le coup, j'ai deux questions. Enfin, j'en aurais plein d'autres, hein, mais là, j'en ai deux qui me viennent. Comment tu t'entraînes déjà? Et après, je voulais aussi savoir, et ce serait cool que tu répondes d'abord par celle-ci, ça fait quoi de représenter la France? Ben, je trouve que c'est vraiment très émouvant de représenter la France et surtout sur le podium. Ben, parce qu'à Londres, il y avait des supporters. Moi, j'avais une partie de ma famille qui était là. Ok. Il y avait aussi les supporters des autres nageurs. Et du coup, tu te dis, ouais, c'est beau, quoi. Mm.
et ouais, je trouve ça vraiment très émouvant, quoi, de représenter la France, quoi. D'avoir cette opportunité de faire ça, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. C'est clair. Et merci pour le coup. Et donc sur ton entraînement, comment ça se passe? Comment tu t'entraînes? Bon, là en ce moment, j'imagine que c'est un peu différent de d'habitude. Je vais déjà dire comment je m'entraîne avant le confinement, là, et après je vais Ouais. expliquer un peu ce que je fais aussi pendant le confinement. Donc en Mhm. fait, l'entraînement, il faut savoir que c'est tous les jours dans l'eau. Ouais. Il y a certains nageurs qui nagent même deux fois par jour. Moi, il faut savoir que je nage une seule fois par jour. Ok. Donc c'est tous les jours de la natation et aussi il y a de la prépa physique. Je le fais 3 fois par semaine. Mhm. Et c'est pour ça que je dis que en fait dans le sport de haut niveau, pour moi le plus important c'est le repos, quoi. Mhm. C'est parce que souvent je faisais souvent ça avant. J'allais surfer, j'allais faire du skate, j'allais faire plein de trucs. Et j'arrivais à l'entraînement, en fait, et j'étais T'étais complètement éclaté. fatigué, quoi. Du coup, mon entraîneur, il était pas super content, quoi, il faut le dire, hein. Et finalement, quand t'es fatigué, t'arrives pas à faire la séance qu'il avait prévue, donc tu prends du retard sur l'entraînement, etc. Et ça, je l'ai compris, en fait, cette année, que le repos, c'était vraiment très, très important. Et du coup, j'essaye d'être quand même très sérieux, quoi. Bon, Mhm. après, c'est sûr que quand il y a une vague parfaite, bon, là, voilà, faut faire une petite pause, quoi. Mais non, non, je rigole, mais oui, il faut arriver vraiment en forme à l'entraînement. Donc, Ouais. depuis cette année, j'ai une kiné qui me suit, Ok, cool. en fait, qui masse, qui permet de casser les contractures, éviter les tendinites, etc., quoi, parce que quand on est sportif, on sursollicite les muscles, Mhm. et c'est ça la machine, donc il faut pas la casser, quoi. Ouais. Et donc oui, donc c'est énormément de piscine et de préparation physique. À côté, il faut bien manger, bien se reposer. Et Mhm. je pense que c'est ça la recette, quoi. Ok. Et il y a dans une année normale, alors sans forcément compter les jeux, mais il y a combien de compétitions? Alors, donc dans une année normale, il y a tout le dispositif de sélection pour les championnats de France. Donc il y a 2 championnats de France. Il y en a un en décembre, championnat de France petit bassin. Donc le petit bassin, c'est un bassin de 25 mètres. Et après, il y Ouais. a le championnat de France classique qui a lieu en mai. Et ça, c'est sur un bassin de 50 mètres. Ok. Donc il y a ces 2 compétitions et tout le Mhm. chemin de sélection. Donc pour être sélectionné, pour les France Petit Bassin, il y a trois épreuves pour être sélectionné et il y en Ouais. a 2 pour être sélectionné aux France Grand Bassin. Donc déjà, ça Ok. fait quelques compétitions. Mhm. Et en plus de ça, en fait, avec l'équipe de France, ils proposent de participer à des étapes de Coupe du Monde. Donc souvent, ils en proposent 2 ou 3 par saison. Et en fait, en fonction de comment tu as planifié ton entraînement avec l'entraîneur, etc., tu te dis, bon, bah là, c'est bien de se tester en compétition. Donc tu choisis en fait à laquelle tu participes. Donc je trouve ça très, très intéressant de la part de l'équipe de France de proposer ce genre de choses en fait pour pouvoir se tester à l'international en fait. Et Carrément. ça fait que le calendrier, ça permet d'avoir 1 à 2 compétitions par mois, quoi. Ok. Personnellement, j'en fais une par mois Mhm. et c'est bien, quoi. Ça permet de voir un peu qu'est-ce que l'entraînement apporte, est-ce que ça a payé ou pas, quoi. Ok. Ouais, cool. Est-ce que dans les championnats du monde, il y a aussi du par équipe? Alors, il y a aussi les relais. Ouais. Ok. Alors, nous, au championnat du monde, on n'en a pas fait Ok. parce que, en fait, les relais, c'est particulier. Donc, chaque nageur a un nombre de points, en fait. Donc, sa catégorie de handicap, ça représente un nombre de points. Moi, je suis Mhm. S6, je vaux 6 points. Mhm. Quelqu'un d'autre, par exemple, il est 10, il vaudra 10 points. Et en fait, en relais, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je suis pas très sûr, il faut pas dépasser un certain nombre de points. Donc, il me Ça semble que marche. c'est 35 points. Donc, il y a 4 nageurs, il faut pas dépasser 35 points. Mais Mhm. il faut être vraiment à la limite des 35 pour pouvoir être bon, en fait. Parce que Ouais, c'est pareil, ça. dans les relais, c'est le premier qui touche le mur qui gagne. Donc, en fait, Ok. il faut composer une équipe qui est assez rapide pour Mhm. pouvoir arriver première et aussi comment dire, qui dépasse pas ces fameux points, quoi. Ouais, Donc faut être là, ces à championnats du 3-4 monde, points et ouais, c'est ça.
Et donc là, on n'en a pas fait, mais je pense que pour les Jeux paralympiques, c'est prévu, quoi. Ok, ça marche. Et ouais, dans l'équipe de France, t'es entouré de qui pour le coup? Alors, dans l'équipe de France, Quels sont les autres champions? on est une dizaine de nageurs. On a un grand champion avec nous qui a participé à, ben, je ne saurais pas dire combien de Jeux paralympiques, mais qui en a participé à beaucoup. C'est David Spetanin. Ok. Et il a remporté aussi énormément de titres, quoi. En fait, c'est un peu l'exemple de l'équipe, quoi. C'est le doyen. Quand Ouais. je sais que je discute, moi par exemple, je discute pas mal avec lui parce qu'il a beaucoup d'expérience. Et ben moi, j'aime bien partager les expériences, donc je lui demande ben, comment ça se passe, comment il fait pour continuer à performer, etc. Ouais. Et donc, Et il fait moi, comment? j'échange beaucoup. Ben, écoute, il y a pas de recette, hein, c'est l'entraînement et faut faire des sacrifices, quoi. Faut s'entraîner, etc., quoi. Donc Ok. après, il a ses petits trucs à lui, quoi. Donc, mais c'est vraiment impressionnant, quoi, ce qu'il fait. Ça doit être Et hyper du coup, inspirant, j'imagine. et à côté, en fait, disons qu'il y a trois catégories d'âge dans l'équipe de France. Donc il y a Mhm. moi ce que j'appelle les vieux, quoi. Ils sont, ils sont Ils deux. le prendront bien, on leur fait coucou. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais comme je dis, on aime bien se chambrer dans l'équipe, donc c'est pas méchant, quoi. Ouais. Donc il y a les vieux, et après il y a ceux qui ont mon âge, et après Mhm. il y a les plus jeunes, donc qui ont 17-18 ans. Ouais. Et du coup, je trouve que ça crée vraiment une bonne cohésion d'avoir ces trois catégories d'âge-là, parce que finalement, les petits jeunes, voilà, tu les chambres, tu les pousses à donner leur meilleur et tout. Et eux, pareil, en retour, ils te disent, ouais, si je te bats, faut que tu fasses mieux. Enfin, c'est Tout le beaucoup monde se porte, d'entraide, quoi. donc je trouve que cette équipe, elle est super, quoi. Carrément. Bon, bah, top. Et j'ai vu, alors c'était aux Jeux paralympiques de Rio, il y avait 126 athlètes français qui ont été sélectionnés. Mm. Euh, je sais pas combien il y en a pour le coup pour ceux de Tokyo. Peut-être que tu sais. Ça doit être à peu Non, près pareil ou je non? sais pas. Je sais que en tant que les nageurs, on va être 7. Mhm. Donc il y en a Ok. déjà trois qui sont qualifiés. Ouais. Donc il y a Alex Portal Mhm. et Hugo Didier. Donc c'est deux nageurs qui ont gagné pareil une médaille d'argent au championnat du monde. Ok. Et après les quatre autres, bah, ça sera la sélection officielle se fera au cours de la saison prochaine, quoi. Ok. Ça marche. Et parce que la natation, c'est quand même la discipline paralympique où la France a obtenu le plus de médailles au fil des D'accord. années. Voilà. Bah, bon, bah, tu savais pas. Oui, oui, oui. Maintenant, Mais tu en fait, sais. ce qui est bien en natation, c'est qu'on peut faire plusieurs épreuves. C'est comme en athlétisme, on peut faire beaucoup d'épreuves. Ouais. Et ça permet de rapporter beaucoup de médailles, en fait. Parce que si on prend, je sais pas, le rugby à 7, Mm. Oui, pour le coup, euh, ils peuvent pas en ramener bah, 14. voilà, il y a une seule médaille à la fin, et C'est du coup, vrai. il faut la gagner. Alors que nous, on a plusieurs chances de gagner des médailles. Ok. Bon, bah, parfait. Et on parlait de sponsor tout à l'heure. Hmm. Donc c'est un sponsor aujourd'hui qui te permet de gagner ta vie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Ben, moi, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionné pour faire partie du groupe de la FDJ Sport Factory, donc de ok. la Française des Jeux. En fait, ben, comment j'ai été sélectionné? En fait, j'ai envoyé un dossier avec un CV, une lettre de motivation, en expliquant ben, que voilà, j'allais participer au jeu, etc. Et Mhm. finalement, ben, mon dossier a été accepté, quoi. Canon. Et en fait, je m'en souviens quand la recruteuse de la Française des Jeux m'a appelé, bah, sur le coup, j'étais un petit peu, bah, je suis un peu tombé sur le cul, quoi, si je peux utiliser cette expression. Tu peux. Euh, En fait, j'y croyais pas vraiment. Je me disais, ah bon, bah, comment ça va se passer? D'accord. En fait, quand elle m'a appelé, j'y croyais pas. Et Ouais. après, en fait, ils ont organisé bah, une rencontre, enfin une présentation de tous leurs athlètes, donc des 27. Ok. Et donc c'est une présentation à Paris au siège de la Française des Jeux. Mhm. Et là, quand je suis arrivé faut savoir que c'est un grand bâtiment. C'est sur Paris, c'est à Boulogne-Billancourt, si je dis pas de bêtises. Et ouais, en Ouais. fait, c'était énorme. Ils avaient prévu plein d'activités, etc. Et là, je me suis dit, ah ouais, bah, en fait, je suis vraiment sponsorisé comme un vrai athlète, en fait. Et je me suis dit, ah bah, ouais, c'est quand même, bah, c'est bien, quoi. Je peux vivre de ce sport, donc ça me permet
d'avoir plus de temps pour s'entraîner, quoi. C'est quand même un grand atout auquel j'ai eu le droit, pardon. C'est clair, c'est génial. C'est canon d'avoir des entreprises comme ça. Enfin, je pense aussi à EDF et à la SNCF. Oui, ben en fait, Je... il y a beaucoup d'entreprises privées et publiques qui ont ils appellent des équipes de sportifs. En Mhm. fait, ils ont une équipe, ça dépend du nombre. Il y en a énormément. Il y a Toyota, enfin, je vais pas tous les citer. En fait, c'est super ce qu'ils font parce que ils permettent aux sportifs de se consacrer à temps plein dans leur sport. Parce Mhm. que, en fait, le sport de haut niveau, si tu veux performer, bah, moi, ce que je dis, c'est il faut se donner les moyens de réussir, quoi. Donc si tu as une aide pour avoir des moyens pour réussir, bah, c'est toujours le bienvenu, quoi. Mhm. Mhm. C'est clair. Et pour le coup, j'ai vu que tu faisais donc quelques interventions auprès de jeunes. Euh, Oui. et bah alors, même si je m'en doute, pourquoi tu fais ça? En fait, bah, j'ai fait ça un peu par hasard parce que je m'entraîne tous les jours dans la même piscine. Donc c'est une piscine, piscine de Villeneuve-d'Ornon à Bordeaux. Mhm. Et donc je m'entraîne le matin. Et en fait, le matin, il y a des jeunes de l'école primaire, du collège, lycée qui viennent nager. Et en fait, il y a une maîtresse qui est venue me voir parce que évidemment les petits, bah, ils posent énormément de questions, quoi. C'est ouais, mais qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est un robot, etc. Et moi, ça me fait toujours rire parce que les petits, ils sont un peu innocents et Ils sont tout sans ce qui passe filtre. par leur tête, bah, ils vont te demander, quoi. Ils vont pas avoir de filtre et tout. Et donc moi, je trouve ça assez incroyable. Et finalement, j'ai été amené à discuter avec cette maîtresse et elle m'a dit bah, que ça serait intéressant de venir faire une présentation, mais comme je le fais avec toi, de présenter un peu mon parcours, etc. Mhm. à des petits, quoi. Et Mhm. bah, j'ai accepté volontiers. Et donc, je suis venu dans cette école et bah, j'ai présenté un peu mon parcours aux élèves, etc. Et en fait, il y a eu plein de questions. Ils avaient vraiment énormément de questions. En fait, ça a duré toute une après-midi. À la fin, moi, j'ai pas vu le temps passer. Et il y a eu la cloche qui a sonné. Je me suis dit, ah, déjà, c'est fini, quoi. Et bah, finalement, je me suis dit que c'était vraiment super intéressant d'échanger. Et Ouais. bah, c'est pourquoi j'essaye de faire de plus en plus ça pour bah, expliquer un peu. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est que, en fait, comme je te disais quand tu m'as appelé il y a quelques jours là, en fait, Mhm. pour moi, le handicap, c'est pas une fatalité. En fait, je me considère pas handicapé parce que, en fait, bah, tout ce que je faisais avant, bah, je continue à le faire. En fait, finalement, je continue la même chose. Et comme je dis, en fait, je continue en adaptant tous les trucs, quoi. En fait, je vais dire ça en rigolant, hein, mais limite c'est plus intéressant parce qu'en fait chaque truc nouveau que je veux faire, bah faut que je réfléchisse à me dire ah bah mince mais comment je vais le faire et j'arrive toujours à trouver un petit truc pour pouvoir le faire et du coup ça c'est je trouve ça intéressant parce qu'il faut plus réfléchir en fait et finalement bah voilà moi j'ai accepté mon handicap vraiment et Mhm. je sais que pour certaines personnes c'est peut-être un peu plus difficile. Et j'aime bien aussi parler avec ces personnes pour lesquelles c'est un peu plus difficile, parce que comme le montrait l'émission sur France 2, là, dont on parlait au début, Ouais. De bah, Frédéric Lopez. finalement, en fait, on voit Michael Jeremias, c'est un champion de tennis, Mhm. et bah, il partage son expérience, en fait, et du coup, ça amène les autres à se surpasser, en fait, et je trouve ça vraiment hyper intéressant de pouvoir donner cette envie aux autres, quoi. Mhm. Carrément. Et tu leur dis quoi à ces personnes-là qui vivent pas forcément bien leur handicap? J'imagine que Ça, chaque personne c'est différent dans chaque Voilà, situation, mais ça c'est autant quand j'interviens dans les écoles, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait trois. mhm. Ben, ben là le discours est un peu rodé. Après c'est un échange donc ça change beaucoup. Mais c'est vrai Ouais, qu'avec j'imagine. les personnes qui se posent beaucoup de questions comme ça, c'est vraiment un échange. Je vais Ouais. pas faire un monologue quoi. C'est vraiment bah, je vais leur poser pas mal de questions sur bah, pourquoi t'arrives pas à faire telle ou telle chose, comment tu penses. En fait, je les amène à un peu réfléchir comme moi sur, bah, Mhm. je sais pas, imaginons en musculation, ils se posent la question, mais comment je vais faire pour, je sais pas, pour faire une pompe à une main. Bah, je vais Mhm. les amener à, voilà, à aller chercher des vidéos sur des gens qui font des pompes à une main, à les motiver à faire la même chose, etc., quoi. Ok. C'est canon.
Euh, c'est ton rêve ultime, c'est la médaille d'or aux Paralympiques? Euh, Bah écoute, oui, ça ça serait un truc incroyable, hein. Mais comme je dis, moi je nage, hein, mais je suis pas nageur à la base. Donc oui, bah, si je gagne une médaille d'or, bah, bien sûr, mais ça serait incroyable, incroyable. Mais moi, mon rêve ultime, c'est plus de surfer des vagues tout le temps, trop bien et tout, quoi. Ok. C'est plus, disons que c'est plus simple, quoi. Voilà, c'est ça. Après, voilà, j'ai un objectif. Disons que en fait, je sépare. Pour moi, la natation, c'est mon travail. Mhm. Donc j'ai mon travail et j'ai ma passion, en fait. Donc ça, c'est deux choses Ok. différentes. Et du coup, donc dans mon travail, je donne tout ce que je peux pour réussir. Et dans ma passion, bah là, c'est du loisir, c'est du fun, c'est voilà. Ok. Énorme. Tu vois, j'aurais pensé que ton travail était ta passion, pour le coup. Mais en fait, vu que t'es Bah arrivé dans la non, voilà, natation, vu que mais je sans suis que un ce peu tombé soit... dedans par hasard, Ouais. ben j'aime, en fait, je nage parce que ça m'apporte dans le surf, en fait, ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Parce qu'il faut savoir que Mhm. moi, après mon accident, j'ai repris le surf j'ai été attaqué en 2016, j'ai repris le surf un an après, en 2017. Mhm. Et en fait, ben, ça m'a fait un bon choc, en fait, quand j'ai repris, parce que j'avais un certain niveau de surf avant mon attaque. Bon, j'étais pas Mhm. incroyable non plus, hein, voilà. Mais, mais en fait, ouais, la première fois que j'ai resurfé, en fait, j'ai même pas réussi à passer la barre pour aller prendre une vague, quoi. Donc, Ok. ouais, ça a été un grand moment de frustration, quoi. Je me suis dit, putain, ouais, c'est chaud, quoi. Ça a été un peu compliqué. Et Mhm. bah, par la suite, en fait, en faisant de la natation, bah, j'étais de plus en plus à l'aise sur ma planche. Et finalement, ça m'apporte en fait, la natation, ça m'apporte dans ma passion. Donc, la natation, je Ok. la compare un peu à de la musculation. En fait, la Ok. musculation, il y a beaucoup de monde qui en fait. Mais bah, la muscu, bah, c'est pas. Enfin, il y en a qui sont passionnés par ça, hein, mais pour moi, c'est plus de la préparation physique, quoi. Tu fais ça pour être meilleur dans un autre sport. Et la Mhm. natation, bah, je le vois un peu pareil, donc ça m'apporte énormément pour le surf. Et c'est pour ça que je continue et que j'essaye de tout donner, parce que je sais que plus je vais nager vite, bah, plus la vague que je vais prendre, elle va être grosse, quoi. Tout simplement, quoi. Donc c'est un travail au service de ta passion, en fait. Oui, voilà, c'est exactement ça, quoi. Ok, parfait. Euh, on a vu, enfin, t'étais la page de couverture du Bordeaux Mag Oui. cette année là. Mais justement, je sais pas s'il est sorti, parce que je l'ai pas reçu en papier, donc je sais pas s'ils ont pu l'envoyer. Mais oui, j'ai eu la chance d'avoir fait le bord de Max très intéressant, quoi. C'est cool ça. Et alors, je sais pas si c'est moi parce que j'en côtoie de temps en temps des personnes handicapées, mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est qu'une impression ou parce que je baigne un peu dedans Ben ou- justement, moi, vu que ça fait pas non plus très longtemps que je suis handicapé, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'avant, moi, le handicap, ben, finalement, je savais pas vraiment ce que c'était, quoi. J'avais déjà vu des personnes comme ça dans la rue, mais je Mhm. m'étais pas forcément intéressé à ben, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait, etc. Mhm. Et ben, finalement, c'est vrai que pour le coup, ben là, je côtoie de plus en plus de personnes comme moi, en fait. Donc, ben, c'est mon quotidien, en fait, tout simplement, hein. Et donc, c'est sûr que du coup, ben, moi, je baigne dedans, donc j'en parle plus. Et après, ben, du coup, c'est vrai que je pense que ben, je sais pas si c'est parce que je suis handi, donc j'en vois de tous les jours. Donc, je saurais pas répondre à cette question. Ok, bon, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, donc on va rester là-dessus et on va dire que Hmm. c'est bien d'en parler, d'en parler encore plus qu'avant. T'as une devise, c'est faire ce qu'on aime et persévérer. Voilà, oui, c'est ça, oui. C'est ouais, faire ce qu'on aime parce que ben, le plus important en fait dans la vie, ben, faut aimer ce qu'on fait, hein. C'est le plus important. Et aussi un truc que je dis, c'est donne-toi les moyens de faire ce que t'aimes. C'est Mhm. t'as beau aimer quelque chose, si tu peux pas le faire, bah tu seras frustré quoi. Et du coup, pour moi, il faut que tu puisses faire ce que t'aimes. Donc il faut se donner les moyens quoi. Faut réussir à faire ça.
Parfait, ça me va très bien. Je valide et j'approuve ce message. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors, wow, ça c'est des questions un peu philosophiques. Non, je rigole, je rigole. Ben moi au quotidien, en fait, je dirais que mon quotidien c'est le sport. En fait, moi en fait, j'adore faire du sport. En fait, je suis un peu accro au sport. Mhm. Autant en confinement là que pendant la vie courante. En fait, ben, je me rends compte que je fais tout le temps du sport et ouais, je pense que ça serait compliqué de pas faire ça. Donc, ce qui m'anime, c'est vraiment de bouger, quoi, de bouger. Après, voilà, c'est ça. Ok, ouais, parce que ton moyen de déplacement préféré, j'ai vu que c'était le skateboard, c'est ça? Oui, j'imagine que tu as dû écouter l'interview qu'on a fait avec le stage Yes, équipe de France pour la préparation des Jeux, exactement. des championnats du monde de Londres. Et du Mhm. coup, je disais ça, oui, donc j'adore faire du skate. Et il faut savoir que je vais souvent, je sais pas si tu connais, à la forêt du Bourgail à Pessac. Non. En fait, ils ont aménagé ce qu'on appelle un parcours de pump track. C'est en fait une succession de petites bosses que tu peux prendre en vélo, en skate, en trottinette, en n'importe quoi en fait. Ok. Et je trouve ça vraiment cool de faire ça. En fait, ça fait penser un peu au snowboard. Et, euh, et du coup, j'y vais assez régulièrement en fait. Bon bah canon. Euh, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Ouais, à la fin, c'est les questions un peu philosophiques, hein, Ouais, j'avoue. ouais, ouais, franchement, c'est plus compliqué à répondre à ces questions que autre chose. Mais de quoi est-ce que je suis le plus fier? Euh, ben, je suis fier d'être réunionnais. Ok. Et j'aime cette île en fait et moi j'ai pour but de revenir sur à la Réunion quoi. Et Ouais. du coup de quoi est-ce que je suis le plus fier? C'est déjà pas mal, hein. C'est une île entière avec plein de monde, hein. C'est... Ouais c'est ça j'adore la Réunion et vraiment ouais, c'est ça. Ok. Bon, après, dans tes victoires, j'imagine que t'as quelques fiertés quand même Mm. d'avoir réussi. Rien que la qualification pour les Jeux, moi je trouve ça incroyable. Je Ouais, suis toujours ouais, ouais. impressionné parce que Après les... l'objectif final ça va être les Jeux de Paris quoi. Parce que là Ouais. ça va être une première expérience pour moi et j'espère être encore là pour les Jeux de Paris parce que il y a beaucoup de monde qui font la promotion. Il y a Tony Estanguet qui est Qui est vraiment à fond génial. dedans et je trouve que c'est trop bien ce qu'il fait. Il motive vraiment tous les athlètes et pas que les athlètes en fait. Et du Mm. coup, j'espère être là pour accompagner tout ce beau monde à Paris, quoi. C'est clair, ouais, ouais, carrément. Parce que, parce que la suite pour toi, est-ce que, bon alors, même si c'est difficile d'anticiper ou de réaliser, mais c'est une carrière, tu parlais tout à l'heure de David, Mm. euh, une carrière en paranatation, ça peut durer jusqu'à combien de temps? Ben, moi, ce que T'en as envie je, aussi, hein, c'est à voir, toi, au en bout d'un fait, ce moment, que tu je auras me peut-être marre, dis, mais... c'est que tant que je suis encore performant, ben là, faut dire Mhm. que je viens de commencer, donc ça serait bête d'arrêter maintenant. Ouais, non, bien sûr, t'es encore en Mais pleine marche. en fait, tant que je suis encore performant, je me dis que pourquoi pas continuer, quoi, finalement. Et dès que ça va commencer à baisser, bah, finalement, je vais un peu laisser la place aux jeunes, quoi. Ok. Et du coup, je me dis, bah là, je vois comment ça se passe, les performances, si ça s'améliore ou pas. Mhm. Et pour l'instant, bah, j'ai pour projet de continuer jusqu'à Paris et après on verra. Ok, bon, c'est pas mal. Donc on te verra déjà si tout va bien l'année prochaine et dans 4 ans. Oui, On espère. c'est ça. Ouais, canon. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne, qu'on n'a pas forcément abordé? Euh, non, Moi, c'est pas vrai qu'il y a, forcément. il y a peut-être quelque chose sur... ça me titille. Ouais. Non, mais c'est sur la vision ou l'image qu'on peut avoir des personnes handicapées ou du handisport en tout cas. Oui. Euh, Parce que je trouve qu'il y a, enfin je trouve, je voudrais pas mal Non, formuler non, ce que je non, vais dire, t'inquiète pas, t'inquiète pas. mais non, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui voient le handicap d'une mauvaise manière ou qui voient les personnes handicapées qui sont pas forcément bien regardées. Mm, Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là? Alors, moi, pour le coup, j'avoue que ma vision a aussi évolué, le fait de côtoyer des personnes. Je me suis mm, rendu compte, par exemple, on a fait une vidéo pour le club d'escrime là.
où on avait deux, donc Sabrina Poignet et Romain Noble. Sabrina qui est en fauteuil et Romain qui marche encore. Mais on s'est déplacé en voiture avec des fauteuils, enfin Ouais. et on le voit aussi dans le reportage. C'est une petite logistique quand même tout ça. Hein. Ah mais grosse logistique même. Ouais, c'est clair quoi. Et je trouve ça génial parce qu'on le voit bien dans le reportage aussi comme les autres avec Frédéric et Mickaël, que c'est quand même tout un art. Et je trouve j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus, tant mieux. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire Bah, moi je vais refléter un peu une expérience que j'ai eue. En fait, moi j'ai fait toute ma rééducation à La Réunion, comme j'ai déjà dit. Hein. Ouais. Et je me baladais tout le temps dans la rue. En fait, à La Réunion, il y a énormément de personnes qui, à chaque fois qu'ils me voyaient dans la rue, ils me disaient ah, qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Et je parle pour moi, hein, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un handicap, que ça dérange, que des personnes dans la rue leur demandent mais qu'est-ce qu'ils ont eu. Et en fait, moi, à l'inverse, je trouve que ça casse un peu une barrière de dire bah, finalement, ben voilà, j'ai eu ça. Et je trouve que ça permet de passer à autre chose, en fait. Et en fait, à La Réunion, bah, j'ai été éduqué sur les gens qui te arrêtent dans la rue, ouais, qu'est-ce que t'as eu, qu'est-ce qui s'est arrivé et tout. Et moi, je leur disais, ouais, je me suis fait attaquer par un requin, machin. Bon, sur le coup, ils étaient un peu surpris, quoi. Mais, euh, mais finalement, j'aimais bien en discuter avec des gens que je connaissais pas du tout, quoi. Et quand je suis arrivé en France, en fait, ça m'a fait bizarre parce que j'ai repris les études et en fait, je prenais le tram et je me suis assis dans le tram et je voyais bien que les étudiants, en fait, ils te regardaient d'un coin de l'œil, en fait. Et finalement, je me suis dit, ah merde, putain, il y en a pas un qui va venir me voir, dire, ouais, putain, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Et finalement, après, j'ai fini par m'habituer, hein. Mais au début, ça m'a fait vraiment bizarre que les gens, en fait, te regardent un peu du coin de l'œil, se dire, ah putain, mais tu sais, ils se posent plein de questions. Moi, je vois quelqu'un comme moi dans la rue, je me dis, bah, waouh, c'est quoi qu'est-ce qu'il a eu, quoi. Et finalement, je trouve que moi, j'incite les gens, enfin, après, c'est compliqué ce point de vue, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas du tout, justement, que les gens t'interpellent dans la rue, se disent, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais à l'inverse, moi, je préfère que les gens fassent ça, parce que finalement, en fait, ça casse un peu cette image du handicap et ça permet d'amener un petit discours, de discuter, ouais, bah écoute, ouais, tu fais du sport, c'est intéressant, machin. Et je trouve que pour ma part, en tout cas, je trouve ça plus intéressant d'en parler que de juste regarder un petit peu furtivement, quoi. Et du coup, c'est aussi pour ça que je fais quelques interventions dans des écoles et tout. Ouais. Comme ça, ça permet à ce que les jeunes, ils voient qu'il y a quelqu'un qui en parle. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font ça. Il y a Théo Curin aussi de l'équipe de France qui fait ça. Ouais, Et je m'inspire. D'avoir été, il est égérie de Biotherm aussi. Oui, ça c'est incroyable. Et en fait, je m'inspire de ce qu'il fait parce que je trouve ça extraordinaire. Déjà, moi j'ai tendance à le chambrer un peu parce que quand il parle, j'essaye de trouver un petit peu des mimiques de langage et tout. Et finalement, il parle très très bien. Et du coup, je m'inspire un peu de ce qu'il fait et j'essaye de montrer aux gens que finalement, tu peux amener à la discussion et on est autre chose que des gars en prothèse, quoi. Oui, c'est clair. Et ouais, c'est cool de parler de Théo Curin parce que pour le coup, quand je disais qu'en fait la vision du handicap évolue, mais c'en est la preuve. Le fait d'être une marque. Je trouve il apporte beaucoup dans ce domaine, Théo, parce que il fait pas mal de trucs à la télé et tout, et je trouve ça vraiment intéressant ce qu'il fait, quoi. Carrément, on est bien d'accord. Mais écoute, si tu veux pas revenir sur quoi que ce soit, de toute façon, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Oui, on a bien parlé, franchement. Ça fait un peu plus qu'on est en train d'échanger. Donc c'est génial. Moi, je voulais te dire bravo. Déjà parce que je suis toujours impressionné par les athlètes qui partent aux JO olympiques ou paralympiques. Parce que je pense que l'année prochaine, s'ils ont lieu, on va croiser les doigts. Oui. On a toujours des pépites dans les yeux et j'ai eu le plaisir de recevoir Fabrice Janet qui a été médaillé olympique en 2004 et 2008 en escrime. Ouais. Et je lui avais dit la même chose parce que voilà, je trouve que par le sport, on fait passer énormément d'émotions. Oui, c'est clair, ça c'est vrai. Donc merci de nous en faire passer. Je trouve ça génial. Et voilà, pour la suite, on espère te voir sur la première match du podium l'année prochaine. Écoute, moi aussi, pourquoi pas. J'imagine que tu vas mettre toutes les chances de ton côté. Oui. Je vais en revenir peut-être sur
juste le report des jeux, pour, Ouais. que pour certains athlètes, je pense que c'est un peu compliqué. Mais Mhm. moi, à l'inverse, vu que je suis nouveau dans ce sport, moi, c'est que du bénéf, donc j'ai un an de plus pour être meilleur. Donc Carrément. pour moi, je le dis, c'est que du bénéf, quoi. Ouais, bah, tant mieux. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais vu, on parlait beaucoup et il y a beaucoup de sportifs français pour les Jeux Olympiques qui comment dire, ils ont été interviewés sur le repas, etc. Et il y a eu un coup de gueule, mais je ne sais plus de quelle personne sur le fait qu'on parlait pas du tout du report des Jeux Paralympiques. Euh, et c'est important aussi d'en parler parce que les athlètes aussi paralympiques, alors on en parle moins, effectivement, c'est peut-être un Oui. peu moins regardé. Je trouve ça même dommage que ça arrive après les Jeux Olympiques. Je trouve qu'ils devraient mettre ça avant pour Mm. commencer à parler sport, etc. Mais bon, ça va peut-être changer un jour ou l'autre, on verra. Bah, c'est vrai, il y a notamment David Smetanine, il est dans pas mal de discussions qui se tournent vers cette option en fait de faire les Jeux olympiques et paralympiques peut-être en même temps. Et Mhm. mais c'est en discussion en tout cas. Je pense que à mon avis ça va évoluer dans le futur quoi. Ce serait pas mal. Déjà pour 2024, on a un logo qui est identique. Ouais, ce Et petit logo il est sympa, ouais. Je l'aime bien moi. ouais, il est très cool. Petit à petit, ça fusionne, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, je pense que c'est en bonne voie moi. Y a pas de raison. Exactement. Eh ben écoute Laurent, merci beaucoup. Bah oui, merci à toi de m'avoir contacté, hein. Eh ben avec grand plaisir. Bonne fin de confinement. Et puis on te suit sur Instagram. Voilà, j'ai ma page athlète Facebook où j'essaie de lui Ouais. donner quelques infos et sur Instagram, c'est plus les petites choses que je fais au quotidien. Par exemple, là en ce moment, je partage un peu ma musculation que je fais à la maison. Mhm. Donc voilà, je partage un petit peu tout ça, quoi, mon quotidien, quoi. Ok, ça marche. Et la reprise prévue dans une piscine, tu sais à peu près quand est-ce que ça va être? Bah, malheureusement, non, pas encore, parce que je sais qu'il y a une commission qui discute pour une reprise des athlètes de haut niveau. Ouais. Donc que ce soit dans tous les sports en fait, hein, donc on aura plus d'infos dans les semaines à venir. C'est vrai que ça, c'est encore un petit peu flou, quoi. Ok, bon bah ça marche. Bah, j'espère que quand les conditions le permettront, ce sera au plus tôt pour vous. Oui. Et ben merci encore, et puis à très bientôt. Oui, merci à toi. Ciao. Merci à tous pour votre écoute. Je trouvais cela important de partager un parcours comme celui de Laurent, qui entreprend une carrière internationale dans la natation handisport et partage des valeurs très précieuses. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, ce serait top de prendre 30 secondes pour le partager sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn ou par courrier postal. 10 pour vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et 1 ou 2 minutes pour parler de ce podcast autour de vous afin qu'il soit connu par le plus grand nombre. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode tout aussi passionnant du Pompon, également enregistré à distance. Et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde. Bonne semaine à tous!